20h30 à Paris, la suite de l'essentiel. Alors que l'offensive israélienne se poursuit et même s'étend dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est reçu ce lundi à Washington par Donald Trump pour la 3e fois depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. Objectif, obtenir un cessez-le-feu de 2 mois dans l'enclave palestinienne et parvenir à une libération des otages. Quelle chance cette trêve a-t-elle d'aboutir? On va plus loin avec Mélina Huet, grand reporter à France 24. Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick. Mathieu Mabin, correspondant à Washington, et Claire Duhamel depuis Jérusalem. Et partons sans plus attendre à Jérusalem, rejoindre notre correspondante Claire Duhamel. Bonsoir Claire. On imagine que les Israéliens forment beaucoup d'espoir dans cette visite de leur Premier ministre à Washington, beaucoup d'attentes. Bonsoir, oui, ça fait plusieurs jours, quasiment une semaine, que les Israéliens pensent que ce cessez-le-feu est atteignable et il y a beaucoup de gens en Israël qui le souhaitent, notamment puisqu'il permettra le retour en Israël d'otages israéliens. Alors selon les fuites qui ont émergé depuis quelques jours, on parle du retour d'une dizaine d'otages vivants, 8 au premier jour du cessez-le-feu, 2 au 50e jour du cessez-le-feu, même si évidemment cela peut évoluer dans les prochains jours, et puis aussi le rendu de 18 corps d'otages aux Israéliens. Alors il y a en tout 49 otages toujours détenus aux mains du Hamas, dont 27 environ sont considérés comme morts par les autorités israéliennes. Il y a aussi beaucoup de voix en Israël qui s'élèvent pour dire qu'il faut un accord pour les otages, certes, mais qu'il faut que celui-ci permette la libération de tous les otages. L'un des pères d'otages était aujourd'hui devant un endroit officiel à Washington et réclamait de Donald Trump qu'il force Benjamin Netanyahou à un cessez-le-feu sans concession qui permettrait la libération de tous les otages. Ce n'est pas ce qui est discuté en ce moment à Doha. On ne parle pas de la libération de tous les otages. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ces négociations, elles sont toujours en cours, qu'il reste des points de discorde majeurs entre Israël et le Hamas, notamment sur les positions militaires israéliennes, sur le contrôle de l'aide humanitaire qui pour l'instant est contrôlée par une fondation américaine, la Gaza Humanitarian Foundation. Et puis, le Hamas veut aussi s'assurer de garanties pour que ce cessez-le-feu signifie réellement la fin de la guerre. On voit qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, des zones d'ombre qui peut-être s'éclairciront un petit peu plus suite à cette visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Claire Duhamel depuis Jérusalem. À Washington maintenant, où sera reçu donc dans quelques heures maintenant Benjamin Netanyahou, Mathieu Babin. On sait que Donald Trump a fait part de son agacement ces dernières semaines vis-à-vis de ce conflit qui ne se réglait pas. On compte aux États-Unis sur Donald Trump pour finalement avoir le dernier mot ce soir? Oui, alors ça reste difficile à dire. C'est une visite qui promet d'être d'un genre tout à fait différent des précédentes en réalité. Quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une réunion de travail qu'à une démonstration diplomatique. D'ailleurs, il n'y aura quasiment pas d'apparition publique du Premier ministre israélien. Les deux hommes ont formulé individuellement leur vision, nous laissant ainsi souligner les divergences qui reposent essentiellement sur l'impatience de Donald Trump d'un côté, de voir la paix s'installer à Gaza, de voir les otages libérés également et de pouvoir mener un dialogue cette fois diplomatique pour déterminer qui devra administrer le champ de ruines de Gaza à l'avenir. Pour Benjamin Netanyahou, l'équation est tout à fait différente. On a entendu Claire à l'instant, mais il agit comme si l'opinion israélienne ne lui pardonnerait pas de voir survivre un seul membre de la branche armée du Hamas. En tout cas, c'est comme ça que son discours est reçu ici et notamment au Congrès des États-Unis. En attendant, un échange à huis clos est prévu en fin de journée, vous l'avez dit, à Washington. Strictement rien ne garantit qu'il en sorte quoi que ce soit de public d'ailleurs. Mais avec Donald Trump, comme Benjamin Netanyahou, on n'est évidemment pas à l'abri d'une surprise. Mathieu Mabin depuis Washington. Richard Verly, ce Donald Trump impatient, ce Donald Trump qui veut parvenir à un accord ce soir, est-ce que c'est lui qui mène la danse ce soir? Mais pas complètement. Il l'amène au sens où il a sans doute le meilleur levier, le meilleur moyen d'obtenir ce qu'il veut de Netanyahou, et c'est son intervention militaire en Iran durant la guerre des 12 jours. Ça, Netanyahou lui doit quelque chose. Et on peut faire confiance à Donald Trump pour le lui rappeler. Il sait très bien faire ça. Après, il y a quand même deux écueils majeurs pour Donald Trump. D'abord, c'est que pour l'instant,
Pour l'instant, c'est toujours le Hamas qui contrôle une partie de la bande de Gaza. Et ça, pour Netanyahou, c'est inacceptable. Il l'a dit et répété. Il est inacceptable que Gaza reste une menace potentielle. Et il veut éliminer le Hamas jusqu'à la racine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça voudrait dire que Trump force le Premier ministre israélien à accepter un deal où, quelque part, le Hamas demeure dans Gaza. Donc il lui faut maintenant trouver le moyen, j'allais dire, d'exfiltrer le Hamas de Gaza, notamment du côté des pays arabes. Ça, c'est le jeu que doit faire Donald Trump. Et le deuxième écueil qu'a Donald Trump, c'est quand même une partie de, disons, de son camp républicain aux États-Unis qui est très pro-Israël, qui n'en démord pas et qui n'est pas prêt à lâcher Benjamin Netanyahou. Donc il faut... Là, on va voir lui qui répète sans cesse qu'il a fait des deals toute sa vie, qu'il est le meilleur deal maker au monde. Eh bien, c'est sans doute l'un des clients les plus sérieux qu'il va recevoir dans son bureau aujourd'hui. Et on voit, Mélina, qu'effectivement, en matière de deal sur l'Ukraine, ça n'a pas fonctionné. Ça patine avec Vladimir Poutine, les discussions. Et justement, Donald Trump voudrait faire à Gaza ce qu'il ne parvient, enfin pour Gaza, ce qu'il ne parvient pas à faire pour l'Ukraine. Alors c'est vrai qu'on parle de deal. C'est formidable de vouloir faire des deals, mais il y a aussi le principe de réalité auquel on se confronte. La dure réalité des deals, c'est qu'il ne suffit pas d'en parler pour qu'il soit accepté par toutes les parties, surtout qu'il dure, c'est surtout ça. Hein. On ne suffit pas de dire je résous la guerre en 24 heures comme il l'a dit pour l'Ukraine pour le faire. Alors ça peut fonctionner en apparence, en tout cas sur le très court terme, quand les yeux du monde ne sont pas rivés sur par exemple l'Inde et le Pakistan ou la RDC et le Rwanda. Par contre, eh bien, au Kremlin, c'est un petit peu plus compliqué. On parlait de levier tout à l'heure. Il se trouve que Netanyahou, ça n'est pas Vladimir Poutine. Il n'a pas les mêmes leviers au Kremlin qu'il a contre Israël. Alors, vous avez parlé effectivement de Donald Trump qui a peut-être des difficultés au sein de son propre camp, mais il a effectivement des leviers. Vous avez parlé de la guerre en Iran, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, 40 000 soldats états-uniens qui sont présents au Moyen-Orient. Il y a eu quand même 22 milliards de dollars d'aide américaine qui ont été versés à Israël depuis le début de la guerre, de la contre-offensive déclenchée à Gaza par l'armée israélienne. Et tout ça, ça compte évidemment quand on veut essayer d'imposer un minimum des objectifs à son partenaire, quand bien même c'est un allié. Ils ont une relation un petit peu difficile avec Benjamin Netanyahou. Alors que les États-Unis, on le rappelle, ont suspendu une certaine livraison, enfin la livraison de certaines armes pour l'Ukraine, par exemple. Richard, ce serait aussi une manière pour Donald Trump de montrer si deal il y a bien sûr, qu'il a réussi là où ses prédécesseurs auraient échoué. Il peut convaincre, par exemple lui dont on parle pour un futur prix Nobel de la paix, convaincre aussi du poids, de l'influence des États-Unis dans la région et dire nous, on y est arrivé. D'abord, ce sera, et ça il adorera le dire, la preuve que Biden avait tout raté et que lui a tout réussi. Parce que les 22 milliards en question, la plupart ont été déboursés sous l'administration Biden. Et c'est le comble. L'administration Biden avait fait le maximum pour Israël et Benjamin Netanyahou ne lui a jamais renvoyé la balle et ne lui a jamais, au fond, n'a jamais accepté les conditions que Joe Biden voulait voir exaucées. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le camp de Biden, on l'appelait Genocide Joe, parce que justement, il avait fourni cette aide à Israël. Donc on peut faire confiance effectivement à Donald Trump pour dire qu'il est prêt pour le prix Nobel de la paix. Après, moi, ce que je vois quand même, revenons à la réalité locale. Qu'est-ce que ce plan va faire pour convaincre Netanyahou et l'aile la plus droitière de son gouvernement que la menace du Hamas n'est plus en place? Là, il y a quand même un vrai sujet, parce que Netanyahou a juré l'élimination du Hamas, et il ne va pas revenir sur cette promesse. Il attendra l'occasion. Donc il va falloir que Donald Trump trouve quelque chose, peut-être avec les pays arabes, peut-être avec une force d'intervention, mais si on veut que ce soit plus qu'un cessez-le-feu ponctuel, que ce soit le début d'un processus, il faut s'adresser à la question du Hamas. Et pour l'instant, je n'y vois pas clair sur ce sujet. Voir aussi quelle relation pourraient avoir les États-Unis et Israël avec d'autres pays de la région. On voit qu'il y a ces accords d'Abraham conclus lors du premier mandat de Donald Trump, qu'il pourrait vouloir élargir et mettre ça dans la balance pour un accord de trêve à Gaza. Oui, parce que c'était des accords qui faisaient sa fierté lors de son premier mandat. Et ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup de Gaza, mais les discussions vont avoir lieu aussi autour de l'état du projet
Proche et Moyen-Orient lui-même et des relations entre Israël et ses voisins. Alors, il faut peut-être se dire qu'il faut avoir aussi les moyens de ses ambitions si on veut poursuivre ou reprendre plutôt ce qui a été interrompu, c'est-à-dire ces accords d'Abraham. On rappelle quand même que pour le moment, c'est les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis il y a eu le Soudan et le Maroc. Et puis, donc c'est autour d'une coopération économique, diplomatique, technologique, mais surtout, il y avait l'Arabie saoudite, où on commençait à voir en 2023, début 2023, un rapprochement qui devrait être l'Arabie saoudite au cœur de ce grand projet moyen-oriental dont les États-Unis, en tout cas, aspirent de leur vœu. Et ils avaient entamé des gestes début 2023, notamment l'Arabie saoudite qui avait autorisé Israël à survoler son espace aérien. Il y avait eu aussi des rencontres de haut niveau autour du renseignement, notamment, et de la sécurité. Sauf que, eh bien, il y a eu le lendemain des massacres du 7 octobre par le Hamas, il y a eu la réplique israélienne et ça a fracturé complètement ces accords d'Abraham. Et pour MBS, pour le prince héritier saoudien, ça n'est pas possible de reprendre ces accords s'il n'y a pas la normalisation avec Israël. Elle dépend de quoi? Elle dépend d'une solution qu'il qualifie de juste et globale pour les Palestiniens. Ça passe par la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas que. Et puis à côté, il y a la Syrie aussi, qui est encore un autre dossier, parce qu'il était inenvisageable d'étendre ces accords d'Abraham à l'époque de Bachar al-Assad, mais maintenant, les choses ont changé. Voilà, il y a Ahmed el-Shara, donc tout à fait possible. Déjà parce que c'est plus le même interlocuteur, et puis aussi parce que de manière très pratico-pratique, il faut savoir qu'au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, Israël s'est lancé aussi sur un autre front qui est le front syrien, et de ce qu'on sait, c'est à peu près 70% des capacités militaires syriennes qui auraient été touchées, affectées, en tout cas du potentiel militaire syrien qui aurait été affecté par Israël, ce qui rend les choses plus faciles après pour la négociation. Richard, élargir les accords d'Abraham, ça peut être une solution que Donald Trump peut mettre dans la balance? Mais c'est l'objectif de Donald Trump et c'est... Alors ça dépend parce que si effectivement une solution était trouvée à la question palestinienne, ce qui paraît quand même, répétons-le, extrêmement peu probable en ce moment. Enfin, regardons la carte telle qu'elle est. Vous avez d'un côté des colons israéliens en Cisjordanie qui multiplient les faits d'armes, qui multiplient les raids, appelons-les comme ça, avec le soutien des États-Unis et le soutien de l'ambassadeur américain en Israël, qui est un zélé partisan de l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Vous avez de l'autre côté, à Gaza, 2 millions de Palestiniens qui continuent, au moment où on parle, d'être sous les bombes. Et vous avez, à Gaza toujours, un mouvement terroriste palestinien qui demeure enfoui dans les tunnels qui restent et qui continue de parader dans les rues. À partir de là, comment trouver une solution? Il faut que Donald Trump active une clé, je ne sais pas laquelle, auprès des pays arabes. Il faut que les pays arabes, à un moment donné, j'allais presque dire, fassent eux le ménage au sein de cette mouvance palestinienne pour arriver à redistribuer les cartes. Parce que sinon, eh bien, si ça n'est pas fait, ce sera la solution Netanyahou. On peut faire confiance à Benjamin Netanyahou. Les bombes qu'il ne tirera pas aujourd'hui, il les tirera demain dès qu'il en aura l'occasion pour en finir avec le Hamas parce qu'il l'a promis et il sait que s'il termine son mandat comme étant celui qui a éradiqué le Hamas, celui qui a éradiqué la menace nucléaire iranienne, celui qui a éradiqué le Hezbollah, il restera dans l'histoire, même si ça demeure sans doute le Premier ministre israélien le plus controversé depuis la naissance de l'État hébreu. On va l'écouter justement, Benjamin Netanyahou. Il a pris la parole avant de prendre la direction pour les États-Unis. Et pour lui, il évoquait une trêve décisive alors qu'il doit rencontrer Donald Trump. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. Mélina, Richard rappelait le timing, justement, Benjamin Netanyahou auréolé du succès. En tout cas, c'est comme ça que sont présentés les 12 jours de guerre en Iran, parce que c'est vrai que sur les effets réels, sur des frappes américaines nucléaires, sur les installations nucléaires, c'est à relativiser, en tout cas selon plusieurs experts. En tout cas, ces 12 jours de guerre sont présentés comme un succès, et c'est sur ce succès que peut compter aussi Benjamin Netanyahou.
En tout cas, il espère surfer sur ce succès parce qu'il est vrai qu'avant le déclenchement de cette guerre éclair, surprise, peu importe comment on la qualifie, son gouvernement semblait un petit peu, pour parler avec un doux euphémisme, au bord de l'effondrement. Il y avait évidemment des dissensions au sein même de sa majorité concernant la conscription, notamment des juifs ultra-orthodoxes qui ont été balayés justement par le succès un petit peu de l'intervention en Iran. Il était aussi critiqué en interne déjà pour des questions sécuritaires autour du 7 octobre en lui-même, des massacres du Hamas qui n'ont pas été empêchés. Ensuite, sur sa gestion de la crise des otages, il y a des manifestations quand même tous les samedis depuis 21 mois pour demander à ce que tous les otages soient libérés et ce que le deal comprenne la libération de tous ces otages. Et puis à l'étranger, complètement affaibli parce que mis au banc de la communauté internationale, souvent on parle des pays occidentaux, mais en réalité la plupart des pays dans le monde évidemment critiquent éminemment Benyamin Netanyahou pour la guerre qu'il mène à Gaza. On rappelle qu'on est à plus de 57 000 morts du côté gazaoui, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et puis, il y avait des premiers sondages qu'il donnait perdant en cas d'élection. Et puis, en quelques jours, après cette guerre des 12 jours, la situation, elle a changé. Pourquoi ? Parce que la majorité des Israéliens, peu importe le camp auquel ils appartiennent, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe le parti, leurs obédiences, ils considéraient que cette offensive qui a été menée en Iran, elle était contre le programme nucléaire, menace existentielle, elle était 1, légitime, 2, nécessaire, et 3, qu'elle a été couronnée de succès. Et donc là-dessus, il y a un momentum sur lequel ils comptent bien effectivement surfer. C'est justement Benyamin Netanyahou qui sait qu'il doit maintenant, il a intérêt à ce que ce deal se passe maintenant et pas par exemple dans un mois, dans 2 mois, jusqu'à peut-être, il pourra, vous le disiez, profiter de ce succès iranien, profiter, qui sait, de ce succès gazaoui, pour aussi convoquer peut-être plus tard des élections, des législatives anticipées sur lesquelles il pourrait justement tirer profit. Oui, au fond, on est au moment où on parle, donc avant la première réunion entre Trump et Netanyahou, face à 3 scénarios possibles. Le premier scénario qu'il ne faut pas exclure, c'est l'échec. L'échec des négociations. On rappelle d'ailleurs, pardon je vous coupe, mais on rappelle d'ailleurs que c'est à huis clos, ce qui est plutôt rare entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. En tout cas, la presse n'est pas conviée. Il y aura évidemment des déclarations faites, mais c'est à huis clos. Ce qui est sûr, c'est que si ça devait échouer, on peut s'attendre à de nouvelles frappes et très fortes d'Israël qui voudra marquer le coup, puisque le Hamas, ça ce sera le discours d'Israël, le discours de Netanyahou, le Hamas aura refusé le cessez-le-feu aux conditions israéliennes. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un cessez-le-feu avec une première libération, c'est ce qui a été dit par votre correspondante, de 8 otages, puis 2 otages de 50e jour, mais un cessez-le-feu qui, comme cela a été le cas par le passé, ne durerait pas, ne se transformerait pas en processus de paix, parce qu'à un moment donné, le Hamas serait tenté d'essayer de reprendre la main ayant récupéré un peu d'oxygène, et surtout, Benjamin Netanyahou voudrait finir le travail une fois pour toutes. Et puis, il y a la troisième hypothèse, celle auquel je crois on aspire tous, c'est-à-dire un cessez-le-feu qui est suffisamment assorti de garanties de sécurité pour Israël, que là, on peut déboucher au fur et à mesure sur un début de négociation de paix qui impliquerait les pays arabes, à commencer par l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on est proche de ce troisième scénario ? Pour l'instant, je ne le crois pas, mais c'est en tout cas sûrement ce que veut Donald Trump. Et s'il arrivait à ce troisième scénario, alors il faudrait reconnaître que la méthode Trump a fonctionné grâce au levier qu'il a obtenu en Iran sur Benjamin Netanyahou, mais il faudrait aussi ne jamais oublier la mare de sang, pardonnez-moi l'expression, sur laquelle tout ça s'est fait à Gaza et la tragédie de Gaza. 57 000 morts, Mélina le rappelle. Et ce sont les chiffres, alors on le rappelle, communiqués très souvent par le ministère de la Santé du Hamas, mais qui sont corroborés aussi par l'ONU. Vous avez quand même, il faut dire, vous avez quelques voix. Moi, quand j'étais aux États-Unis récemment, il y avait un expert palestinien de l'Atlantic Council qui disait ouvertement que de toute manière, la renaissance de Gaza, renaissance au sens simplement le redémarrage de la vie à Gaza, ne sera pas possible tant que le Hamas continuera d'exister et de contrôler sa population. C'est un Palestinien qui le disait. Donc il y a vraiment un sujet autour du Hamas. On ne peut pas le nier. Il faut que les pays arabes qui, pour l'instant, c'est triste à dire, mais ont laissé Israël faire ce qu'il voulait sur le Hamas. Il faut que les pays arabes viennent avec une proposition. Richard, parallèlement, il y a ces négociations. Alors, il y a cette rencontre à Washington entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. Et puis, parallèlement, il y a ces négociations indirectes entre Israël et le Hamas qui ont repris dimanche à Doha.
Le Hamas qui a été lourdement affaibli, alors qu'il n'est pas éradiqué comme le souhaitait Benyamin Netanyahou, mais qui a été, il faut le dire, lourdement affaibli en 21 mois de guerre, est-ce qu'il a tout intérêt aussi à accepter cette trêve ? C'est difficile à dire parce que ça veut dire quoi accepter une trêve? Si c'est une trêve qui garantit au Hamas de l'oxygène, il en a besoin en ce moment de l'oxygène au sens l'arrêt des combats et donc la possibilité de se refaire une santé, de se réorganiser, sans doute. Mais d'un autre côté, c'est une organisation qui veut garder le contrôle de sa population. Donc c'est une organisation, si elle perd l'optique de la guerre avec Israël, elle perd sa légitimité. Donc là, il y a un combat qui va se jouer, même sans doute au sein du Hamas, mais ça, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne sait même plus qui dirige vraiment le Hamas. Pas qu'au sein du Hamas, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi des milices opposées au Hamas, dont on a appris via la presse états-unienne notamment, qui est financée en partie par Israël. Donc ça rajoute au chaos. Vous imaginez la population en ce moment exsangue qui fait face à la fois au Hamas, aux bombes israéliennes, aux tirs israéliens, et puis à des milices, et puis tout simplement à des personnes qui se servent d'armes qui tombent à droite ou à gauche et qui font régner la terreur dans l'enclave palestinienne. Et on rajoute à ça aussi, Meinat, toute cette crispation autour de l'acheminement de l'aide humanitaire, parce que vous parliez de cette population exsangue. La réalité humanitaire, c'est celle-ci. On a toutes ces distributions d'aide qui tournent au chaos, à l'émeute. Il y a des morts. Et il y a aussi toute cette organisation, la GHF, qui est parrainée et par les États-Unis et par Israël, et qui crée beaucoup de controverses. Oui, alors on l'appelle une organisation controversée, encore une fois, pour utiliser un doux euphémisme. Il y avait une carte qui apparaissait tout à l'heure qu'on va revoir, qui nous permet de déceler les 4 maigres points de distribution d'aide par cette fondation humanitaire de Gaza, qui sont en jaune, pour nourrir 3 au sud, 1 plutôt au nord. 2 millions de personnes, dont 3 qui sont concentrées au sud, ce qui entraîne la population qui faisait des allers-retours entre le sud, le nord, avec des ordres contre-ordres de l'armée israélienne, qui sont toutes à proximité d'installations militaires israélienne, et dont on a appris, là encore, ce n'est pas des choses que l'on dit sans pouvoir les prouver, mais il y a des soldats israéliens eux-mêmes qui se sont ouverts au quotidien Haaretz israélien en disant que leur moyen de communication pour disperser la foule ou la faire reculer ou avancer, c'était, je cite, la fusillade, ce qui a donné lieu à plus de 4000 blessés en un mois et quasiment 600 morts, peut-être même plus désormais. On a vu des scènes d'attroupement absolument dans des goulots d'étranglement, des milliers et des milliers de Gazaouis qui tentent d'accéder à ces couloirs. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ce ne sont pas des professionnels de l'humanitaire qui ont monté cette association ad hoc. Il y avait bien le dirigeant initial, c'était Jake Wood, c'est un ancien sniper des US Marines. Sauf qu'en mai, il a démissionné. Il a dit « Moi, je ne prends pas la tête d'une association, d'une organisation qui ne respecte pas les principes humanitaires de neutralité, d'indépendance, d'impartialité et d'humanité et qui soulignait son alignement avec les intérêts israéliens. Et c'est un évangélique qui a pris la tête de qui est proche de Donald Trump, qui est aligné aussi avec les positions israéliennes, qui a pris la tête de cette organisation. Et donc, ce que demande le Hamas, mais pas que, des ONG, 200 ONG mardi dernier dans une tribune ouverte, réclament que ce soit l'ONU qui reprenne, comme c'était le cas avant, la distribution et l'acheminement de l'aide alimentaire et humanitaire en règle générale. Richard Verlier, un mot peut-être sur cette... vous évoluiez tout à l'heure cette mare de sang, c'était votre terme. Écoutez, vous vous souvenez des attaques d'Israël contre l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargé de l'aide aux Palestiniens. Je veux dire, voilà où on en est. C'est-à-dire que toutes les infrastructures humanitaires qui existaient à Gaza, qui étaient en partie contrôlées par l'ONU, ont été dévastées, ont été broyées par la guerre. Et on est maintenant dans une situation où la population civile est otage d'une organisation franchement très trouble, et otage de l'armée israélienne qui, à plusieurs moments, a fait des tirs dont on ne sait pas si c'est des tirs de sommation ou des tirs directs contre les civils. L'objectif étant quoi? Il faut quand même le dire, c'est de faire craquer cette population. C'est toujours la même chose. Sur cette fondation, on n'aura pas le temps d'en parler pendant des heures et des heures, mais il y a beaucoup à dire. Il y a Jessica Lemazurier qui a fait une enquête sur le site de France 24, qui a retrouvé et dont on correspondante anglophone de la chaîne à New York. Apercevoir peut-être un aperçu, parce que c'est une longue enquête justement sur qui est derrière cette organisation et ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines, c'est assez éclairant et terrifiant. Alors il y a quand même un élément j'ai lu cette enquête que j'ai vraiment trouvé passionnante, et il
se trouve que j'étais il y a quelques temps à Genève où elle a été initialement basée, puis le gouvernement suisse lui a demandé de déménager. Il n'est pas exclu que parmi les solutions, je dis bien, c'est pas pour l'instant, c'est écrit nulle part. Qui dirige cette fondation? En gros, c'est une société militaire privée. Ce sont d'anciens militaires privés qui encadrent. Peut-être que dans l'idée de Donald Trump, on verra à un moment donné arriver la proposition de déployer des sociétés militaires privées à Gaza pour sécuriser et servir de rempart contre le Hamas. C'est-à-dire qu'il me semble que là, on a une brèche. On a fait rentrer ces sociétés privées, militaires privées à Gaza par l'humanitaire. Demain, que feront-elles? On peut ouvrir le point d'interrogation. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick. Mélina Huette, grand reporter France 24 qui s'est rendu à plusieurs reprises en Israël, notamment depuis le 7 octobre 2023. Merci à tous les deux. On va plus loin, c'est fini, mais l'essentiel continue. On revient dès 21h sur ce conseil de défense qui s'est tenu à l'Élysée consacré à l'entrisme des frères musulmans. Emmanuel Macron veut un projet de loi avant la fin de l'été. Alors la menace est-elle surestimée? Nous poserons la question à Vincent Geisser, chargé de recherche au CNRS. A tout de suite.